Rennes. Globalement, la nomination de Gabriel Attal, 34 ans, un Macron boy au poste de Premier ministre est vu comme un pari audacieux qui fustige cependant un sosie politique du président. J'entends qui fustige, c'est la presse qui dit ça en jouant un petit peu sur les paradoxes. D'un côté, c'est un pari audacieux, de l'autre, on a un peu l'impression d'avoir un clone d'Emmanuel Macron. Alors, on ne va pas épiloguer sur ces questions-là ce matin. À vrai dire, on laisse cela à d'autres médias. En tout cas, on peut saluer une ascension politique éclair de Gabriel Attal, qui est un génie de la communication, on peut aussi le dire. Mais on peut aussi également souligner peut-être le manque d'expérience d'un Premier ministre de 34 ans, quoique il faudrait regarder aussi au regard de l'histoire. Après tout, il y avait des maréchaux napoléoniens qui ont été très très jeunes, impliqués dans l'histoire. Jeanne d'Arc aussi a été chef de guerre très très jeune. Donc finalement, l'âge est peut-être quelque chose de très relatif qui dépend des époques et du regard qu'on peut porter sur elle. Mais il y a une autre réalité importante aussi, c'est le fait que c'est la campagne électorale peut-être de 2027 qui a d'ores et déjà commencé. C'est le lancement officiel de cette campagne, le premier jour de l'après-Macron que nous sommes en train de vivre. Et on va essayer de voir si cela peut se matérialiser aussi dans une politique un peu différente que celle qui a été menée pendant de si longues années. Et c'est là que je fais la connexion avec notre invité Guilain Benassa, docteur en droit, avocat et philosophe, qui s'est intéressé à la question du référendum. Référendum impossible, comment faire taire le peuple? Il l'a publié aux éditions de l'Artilleur. Et puis, aujourd'hui, Guilain Benassa, qui est avec nous, va nous dire si peut-être la loi immigration, qui n'a pas fait l'objet d'un référendum, était peut-être le dernier moment d'un cycle politique et qu'un autre cycle est en train de s'ouvrir. Bonjour Guilain Benassa. Bonjour. Alors, quelle appréciation portez-vous justement sur cette analyse? Est-ce qu'on est en train de clore un cycle politique aujourd'hui avec l'arrivée de Gabriel Attal sur la scène? Alors, je vous avoue que je n'en crois pas un instant. C'est-à-dire que ce soit que Gabriel Attal soit un génie de la communication, que il maîtrise la perfection, puisque faut rappeler que c'est sa génération en réalité. Les réseaux sociaux, la communication à outrance, vous savez, l'habitude de se mettre en scène, ça fait partie de sa génération. Donc, je pense qu'une certaine manière, de ce strict point de vue, je ne sais pas si c'est clore un chapitre, mais en tout cas, on aura, à mon avis, un autre style, un vrai autre style qu'avec Elisabeth Borne, qui était une politique tardive. Là, on a Gabriel Attal, il est là depuis, il me semble, 17 ans de militantisme socialiste puis macronien. Il est blanchi sous le harnais du macronisme. Il a donc l'art de plaire et l'art des réseaux sociaux. Je pense que de ce strict point de vue, il y aura une différence. Pour le reste, c'est-à-dire politiquement parlant, je veux pas dire que je suis sceptique par nature, mais lorsqu'on a eu 7 ans sous l'égide d'Emmanuel Macron et qu'on a, comme vous l'avez dit, un Macron boy, c'est-à-dire un vrai macronien pur sucre après 7 ans, j'ai quand même tendance à penser que clore un chapitre et rêver d'une autre politique, qu'elle soit référendaire ou autre chose, j'ai du mal à croire qu'il y a un électrochoc absolu, mais par contre un changement de style et effectivement la préparation peut-être des élections présidentielles avec en ligne de mire potentiellement un choc contre la droite populiste, on va dire potentiellement, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Jordan Bardella, qui est la grande crainte d'Emmanuel Macron, et donc la préparation d'un duel à venir. Ça, effectivement, je pense qu'il y a les premières billes de ce qui va venir. Mais puisque vous parlez d'électrochoc, Guilain Benassa, vous ne créditez Gabriel Attal d'aucune bonne intention quand, par exemple, il a tapé sur la table en disant l'éducation. Il faut dire qu'avec son prédécesseur, on pouvait guère, ne pas trancher, en quelque sorte. Oui. Je veux dire, il y avait quelque chose d'assez logique dans le fait que ça change. Mais, vous savez, le problème, c'est que je veux pas refaire l'éternel procès en même temps macronien, mais le problème, il est quand même là. C'est-à-dire que Gabriel Attal, à mon sens, surtout, maintenant je peux me tromper, mais je pense qu'il est là pour ramener les voix de droite vers Emmanuel Macron. Vous savez, dans le dernier bouquin de Jérôme Fourquet, il y a une statistique édifiante, c'est que à la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, 40% des anciens électeurs de François Fillon se sont portés vers Emmanuel Macron. Ce qui veut dire qu'il a un électorat de droite depuis 2 ans qui est très identifié et que Gabriel Attal, avec ses positions effectivement assez nettes, peut chasser sur ses terres, mais reste à voir si, sur son autre pied, comme souvent, Emmanuel Macron va pas trouver également une autre façon de conserver une partie de l'électorat de gauche de son côté. Je pense que c'est le grand écart, c'est de siphonner les LR par le biais de Gabriel Attal, qui marche un peu sur les plates-bandes, on va dire, du centre droit ou des LR un peu canal historique, et en même temps de trouver un alliage au niveau des ministères, au niveau des portefeuilles, on va voir avec qui pour conserver son bloc central un peu à gauche. Donc, à mon avis, c'est l'opération à faire avec Attal au pouvoir, je pense. C'est certain que c'est compliqué aujourd'hui pour les LR, pour des figures comme Laurent Wauquiez, par exemple, qui se retrouvent vraiment en concurrence frontale avec la figure de Gabriel Attal.
Ah mais complètement. Je pense surtout que là, il y a une question d'espace politique à trouver avec les LR qui va être difficile, très difficile. Et je pense que ce que veut faire Emmanuel Macron, qui est une tactique, je veux dire vieille comme le monde, et à mon avis pour l'instant, on va voir, mais qui peut s'avérer payante, c'est de renvoyer des Laurent Wauquiez et consorts, je veux dire vers une droite un peu hard, on va dire, ou en tout cas plus de dur a priori, où il y aurait plus d'espace, puisque les LR plus modérés seraient siphonnés, enfin seraient ramenés vers la figure d'Attal, ce qui veut dire que Laurent Wauquiez et d'autres se retrouveraient pris en sandwich entre d'un côté Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Reconquête avec Éric Zemmour, si tant est que ça tienne encore, et donc c'est pour le reste Attal et consorts qui seraient en train de ramener Wauquiez dans un espace extrêmement restreint. C'est à mon avis un vrai calcul politique en prévision des élections 2027, c'est clair. Alors, fin de cycle ou pas, changement de politique ou pas, on verra bien. Mais ça, ce sont aussi les médias qui font un petit peu la loi, puisqu'on est aussi sous la dictature des médias, Guilain Benassa, qui veulent du renouvellement, du changement de visage, le fait que les gens s'usent parce qu'ils passent trop à la télé et qu'il faut changer. On estime que ils ont fait leur temps. Et donc, on veut des gens de plus en plus jeunes, peut-être aussi, et qui permettent aussi de communiquer. Alors, au-delà de cette réalité, il y a la politique, la vraie. Et vous dites, vous, votre thèse, c'est de dire qu'on ne recourt pas assez à l'appel au peuple. En fait, on ne pratique pas. La France s'éloigne. La France a une politique de démocratie représentative. On sait, elle a une démocratie représentative, mais qu'elle fuit le fait de recourir au peuple sur des questions importantes. Et ça, vous dites que ça dure depuis le référendum de 2005, qui a en quelque sorte vacciné, si je puis utiliser ce terme, qui a vacciné les politiques contre le recours au peuple. C'est ça votre idée ? Alors, grosso modo, oui, mais alors, en fait, je suis parti, vous savez, dans mon livre, je suis parti d'un constat extrêmement simple qu'on devrait des fois faire et que tout un chacun peut faire. Vous savez, le contrat qui nous lie au pouvoir, si je puis dire, qui s'appelle la Constitution, tout de même, oui. Contient en son article 3 une donnée essentielle qui est, et je la répète ad nauseam parce qu'elle me semble fondamentale, les termes sont très nets, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. Ce qui veut dire que le référendum, dans nos institutions, il n'est pas, vous savez, un accessoire, une broutille de fin de soirée. C'est au contraire, il est mis à la même hauteur, j'allais dire, que la démocratie quotidienne, c'est-à-dire que le vote de la loi. Donc ça, c'est ce qui est indiqué dans le texte, vous savez, comme dans n'importe quel contrat. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est très simple en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une opération d'analyse des 9 référendums qu'on a connus entre 58 et 2005, jusqu'à aujourd'hui avec les perspectives d'un référendum sur l'immigration, ce genre de choses, pour voir qu'en réalité, il y a une contre-histoire à connaître, une vraie contre-histoire. C'est qu'en réalité, on a une période dorée du référendum qui correspond aux années de Gaulle, entre 58 et 69, mais qu'avant, on n'en voulait pas. Que durant les années de Gaulle, en réalité sous de Gaulle, personne ou presque n'en voulait sauf lui, et qu'après, presque tout de suite après Pompidou, pour être clair, après 74, en réalité, c'est l'histoire d'un ensemblissement programmé, parce que plus personne n'a voulu référender, sauf les présidents qui l'ont fait contre leur gré. Et c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, François Mitterrand puis Jacques Chirac l'ont fait contre leur gré, personne n'en voulait, ils se sont retrouvés acculés pour le faire, et finalement, au bout de cette logique, 2005 est le dernier référendum, parce que cette fois-ci, on a dit, bon là, les Français ont mal voté, ils n'ont pas voulu la Constitution européenne, il est temps de clore cet odieux chapitre de l'époque référendaire. Donc depuis, on joue un grand jeu qui est d'en parler, mais sans jamais le convoquer, parce qu'on ne veut plus recourir à une arme qu'on ne voulait plus vraiment déjà depuis les années 70. Mais pourquoi n'en veut-on pas ? Alors, ça c'est une histoire vieille comme le monde. Alors, premier élément qu'on entend tout le temps encore. Premier élément, on considère que le peuple est trop stupide, trop peu instruit, trop peu compétent, qu'il y a des problèmes, je veux dire que ce serait potentiellement grave de s'en remettre à lui. Donc là, il y a une défiance des élites à l'égard du référendum qui ne date pas d'hier. Ensuite, autre critique qu'on fait au référendum souvent, c'est la dérive ou la tentation plébiscitaire. C'est-à-dire que les gens ne voteraient pas pour ou contre la question, oui ou non à la question, mais auraient une tendance à répondre en fonction de la personne qui pose la question. Donc ce serait un plébiscite déguisé. Et là-dessus, si vous voulez, il y a une défiance qui affleure depuis longtemps, une vraie défiance qui est de ne pas vouloir recourir à un instrument solide, j'allais dire dur quelque part, parce que vous savez, le référendum, c'est aussi le contraire de la liquidité.
Vous savez, on a l'habitude aujourd'hui de questions multiples, de choix technocratiques, de questions compliquées. On a l'habitude de dire, vous savez, qu'il faut une batterie d'experts pour faire des diagnostics. Or, le référendum, c'est un peu aussi, vous savez, un retour à un art grégaire de la politique, c'est-à-dire une question, une réponse en 2 temps, point, une annexe à la limite adossée à la question, et avec ça, vous tranchez fondamentalement un problème. Donc tout ça a fait que petit à petit, c'était une époque qu'on ne voulait plus, un style qu'on ne voulait plus, un risque qu'on ne voulait plus prendre, et surtout, et j'en finirai avec ça, parce que ça, faut bien l'avoir à l'esprit, le modus operandi, j'allais dire l'adage coutumier presque de notre Constitution, c'est de dire, 1, il faut référander, et de 2, si vous perdez le référendum, vous devez partir. En quelque sorte, le président qui choisit cette arme en assume les conséquences. Comme disait De Gaulle, pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir. Le problème, c'est que du coup, il faut assumer un risque, une prise de position et potentiellement partir du pouvoir le cas échéant. Et c'est exactement ce qu'on ne fait plus, puisque élection après élection intermédiaire et surtout sans référendum, on s'aperçoit à chaque fois que les scrutins ne suscitent presque aucun électrochoc et qu'en réalité, il n'y a plus presque cette habitude de quitter les rênes du pouvoir lorsque finalement on est désavoué. Donc justement, Guilain Benassa, si on voulait renouer avec le peuple, si on voulait faire rebondir la politique, et aussi pour les hommes politiques, s'ils voulaient renouer avec une forme de popularité, l'arme du référendum serait aujourd'hui opportune. Ah mais complètement, alors complètement. Ce que je crois profondément, c'est que bon, évidemment, ça dépend sur quelle question. Ça, c'est peut-être aussi un autre enjeu, mais je pense qu'en fait, on a pris l'habitude de ne pas recourir au référendum à cause comme je le dis dans le livre, c'est mon sous-titre, on va dire, que pourquoi référendum impossible? C'est parce que le traumatisme de 2005, c'est ce fameux non français qu'on n'avait pas vu venir. Vous savez, à chaque fois, et je l'écris en détail dans mon livre, c'est quelque chose qui m'a même beaucoup intéressé en détricotant toute cette histoire, que vous preniez le référendum de 72, qui était un référendum de Pompidou sur l'Europe, à l'élargissement européen au Royaume-Uni, ou celui de 92 sur Maastricht, ou celui de 2005 sur la Constitution européenne. En fait, à chaque fois, c'est le même problème. Vous avez des campagnes qui, au début, donnent un oui massif. Donc, vous avez des présidents, Pompidou, Mitterrand et Chirac, qui, vous savez, se lancent dans une campagne en étant sûrs, en quelque sorte, de la réponse donnée. Ça va être bien, il y aura un oui, les Français vont me soutenir. Et en fait, à chaque fois, c'est l'histoire, si vous voulez, d'un oui massif qui se réduit petit à petit et qui baisse dans les sondages. Donc en fait, on dit, Pompidou fait la même opération. Il est sûr qu'il aura un 90% de oui, ça finit à 60%. En 92, on part avec 70% de oui au début de la campagne pour finir à 51%. Et 2005, on part avec 60-65% de oui, on finit à 45% de oui et le non l'emporte. Je pense qu'en fait, les politiques ont un traumatisme, ont peur, vous savez, de ce renversement de campagne, finalement de l'hostilité qu'on n'a pas vu naître, et on se dit finalement, il vaut mieux ne pas tenter le coup parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. Par contre, là où je vous rejoins, un politique qui aurait le courage de référander, et surtout sur une vraie question de fond, je pense que grand 1, il aurait le peuple derrière lui, grand 2, il sortirait grandi de l'événement si le oui lui est donné. Par contre, et ça c'est la grande limite, et sur l'immigration, ça l'est fondamentalement, c'est qu'en même temps, un oui à une question sur la migration voudrait dire aussi que vous assumez un non potentiel, donc, ou un oui potentiel qui vous, comment dire, en tant que président, qui vous aiderait, mais qui en même temps serait en porte-à-faux avec toute la réglementation européenne, qui ne veut surtout pas qu'on détricote une seule seconde ce qui a été mis en place au niveau européen. Et vous voyez, donc, il y a un clapet à double entrée. Il y a le clapet français où oui, vous seriez porté, mais en même temps, il y aurait quelque part derrière le risque d'entrer en porte-à-faux avec à la fois la jurisprudence du Conseil constitutionnel et surtout la réglementation européenne. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un référendum qui donne aux politiques qui sollicitent ce référendum les coups des franches pour agir ensuite? Ou est-ce que le référendum n'est pas devenu impossible parce que justement, il y a des instances supranationales qui le rendent impossible et donc inutile? Alors, j'ai 2 réponses à vous donner. Une réponse, on va dire, qui sort de l'histoire, une réponse actuelle. Réponse qui sort de l'histoire, c'est une lapalissade, mais il faut quand même revenir un peu à la pratique telle qu'elle se faisait pour comprendre comment ça marche, en quelque sorte. Aujourd'hui, on nous dit souvent référendum impossible, effectivement, parce que instance européenne, supranationale, droit européen. Très bien. Alors en 62, en fait, pour être clair,
En 62, en 69, De Gaulle choisit la voie du référendum pour demander aux gens, aux citoyens, s'ils souhaitent élire le président au suffrage universel direct, référendum de 62, et en 69, il veut rénover le Sénat et régionaliser, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus que ça, mais admettons, je fais court, par le référendum. Dans les deux cas, Monsieur Dauphren, et dans les deux cas, j'insiste, ce sont des référendums interdits. Pourquoi ? Parce que De Gaulle, il n'a pas le droit, si on est vraiment juriste légaliste, oui. Ce sont des questions qu'il ne peut pas poser aux Français en recourant à l'article 11. Il n'a pas le droit de le faire. Mais vous savez, la réponse de Gaulle, elle est simple, elle dit, alors que personne n'en veut, et que tout le monde rue dans les brancards, c'est-à-dire les politiques, le président du Sénat, les juges, le Conseil d'État, tout le monde dit t'as pas le droit. De Gaulle répond, je m'en fiche, parce que seul le souverain peut faire, et seul le souverain peut défaire. Ça veut dire quoi ? Ce que le peuple fait, ce qu'il revient au peuple de choisir, c'est à lui de donner son avis, quand bien même il serait en opposition rigoureuse avec le droit. Et en 2023, pour vous répondre clairement, élément d'actualité, en 2023, on nous dit on peut pas référender parce que de toute façon, le droit européen risque de faire mal derrière, de nous empêcher d'agir. J'ai tendance à répondre à ces gens, oui, certes, le duel n'est pas évident, il est même très compliqué, il n'empêche, aux dernières nouvelles, le peuple est possesseur de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le référendum lui donne les coups des franges pour donner son avis, quand bien même la réponse donnée serait à l'encontre des batteries de règles européennes. Ce qui veut dire qu'au bout, oui, l'Europe taperait sur les doigts en quelque sorte de la France, mais il n'empêche le président d'exercice aurait la charge de rappeler à l'Europe que le peuple prime sur le droit européen. Ce qui veut dire qu'in fine, potentiellement, il y aurait à faire une révision de la Constitution, mais surtout, avant même de regarder ça avec circonspection et complexité, de rappeler tout simplement que de toute façon, la souveraineté nationale prime sur tout le reste, surtout lorsqu'elle passe par la voie du référendum. Pourquoi ? Parce que c'est l'article 3 de notre Constitution, tout simplement. Sur quel sujet verriez-vous aujourd'hui un référendum ? Guylain Benessa. Alors, je pense que l'immigration a été vraiment l'occasion manquée de l'automne, vraiment. C'est-à-dire que je pense que c'est une question qui est à la jointure entre une vraie question d'insécurité culturelle qui perle de plus en plus, entre des questions entre un lien entre criminalité et immigration qu'on fait de plus en plus et qu'un jour il faut déposer frontalement, et surtout, je pense que poser la question migratoire par voie du référendum permettrait justement de lever le couvercle européen en passant par un appel au peuple. Il y avait à la fois, si vous voulez, une question politique, une question de légitimité populaire, une question juridique derrière. Tout était lié pour le faire. Oui, mais comment posez-vous la question ? Alors, vous savez, cette question, on m'en pose la question, si je peux dire. Vous savez, je pense que il faut assumer au bout d'un moment, vous savez, des questions simples. Exemple, je vous donne deux perspectives. Oui. Je pense qu'il est largement possible de poser par une simple question la question du droit du sol ou de la suppression ou de l'encadrement du droit du sol, par exemple, par une question simple posée aux Français. En gros, êtes-vous pour ou contre le maintien en l'état du droit du sol ? Ce qui veut dire que vous posez la question des conditions d'accès au territoire, de la régularité du titre de séjour, de l'acquisition d'un ensemble de droits et de crédits, on va dire, de droits que vous avez sur le sol français, type AME, etc., qui découlent de cette grande question. La question de la suppression ou non du droit du sol. Mais ça, c'est une question, vous voyez, toute simple. Mais on peut aussi imaginer, et c'est vraiment, vous savez, souvent quand on me dit le référendum est impossible, comme je l'écris, oui. C'est parce qu'on veut nous faire croire qu'on ne peut pas non plus poser soit une grande question comme ça, suppression du droit du sol, ou alors des 10 questions, parce que c'est aussi possible, une succession de petites questions qui seraient adossées à une annexe sur le droit européen pour dire, OK, est-ce que vous êtes d'accord avec 3 ou 4 grandes questions, d'accord, en sous-question, adossé à une annexe et demander aux gens de les consulter là-dessus. Pour moi, ça me paraît pas très sorcier. On fait croire que ça l'est parce qu'en réalité, on n'a pas envie de recourir à un instrument qui tranche de façon claire, nette et précise. Hormis l'immigration, quels sont les sujets aujourd'hui qui seraient propices au référendum, adaptés selon vous ? Alors, évidemment, la question de l'euthanasie, on en parle beaucoup. Alors sur l'euthanasie, personnellement, je suis réservé, non pas parce que je ne souhaite pas un référendum sur la question, parce que si vous voulez, le problème, c'est que tout ce qui est sociétal est souvent, vous savez, d'abord on renacle et puis on s'y résout. Je donne un exemple très simple. Les sondages sur le mariage pour tous à l'époque, comme les sondages sur l'euthanasie, évoluent assez rapidement. C'est-à-dire que les questions sociétales, au début, suscitent
on va dire, un peu de résistance, puis petit à petit, les gens s'y font et au bout, ça passe. On va dire ça comme ça. Je vais un peu vite, mais c'est un peu la trajectoire globale. Ce qui veut dire que ce sera un référendum, je dis pas qu'il est illégitime, mais il surferait un peu, vous savez, sur les consciences qui évoluent. Je dis pas, encore une fois, que c'est totalement illégitime, pourquoi pas. Mais sur ce genre de terrain, j'aurais tendance à croire, un référendum, ça pourrait faire l'affaire, mais surtout, et ça c'est mon bémol à ma propre position, hein, c'est que souvent on nous dit aujourd'hui, vous savez, sur la fin de vie, c'est trop compliqué. J'ai lu récemment un médecin qui nous disait, ce serait, c'est périlleux de demander aux gens de se positionner en direct sur la question de la fin de vie. Et j'ai envie de répondre à ces gens quand même, à ces experts, qu'il n'y a peut-être pas vous savez, une expérience plus douloureuse et plus tragique qui n'était été faite souvent par les Français eux-mêmes. On a souvent connu le deuil de proches, on a vécu cette expérience. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu l'occasion d'avoir cela de près chez moi durant des années j'allais dire, vous savez, de fin de vie, j'ai envie de dire. Quelque part, c'est une expérience sur laquelle on a tous un regard parce qu'on l'a vécu de près. Ce qui veut dire aussi qu'une question référendaire serait pas stupide, parce qu'en même temps, cette expérience, les Français la vivent presque au quotidien et on sait de quoi on parle dans notre chair, de quelque façon que ce soit. Guilain Benessa, est-ce qu'un Premier ministre a déjà été à l'initiative d'un référendum? Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, à l'initiative, oui, mais pas en direct. C'est-à-dire qu'il a besoin de la validation présidentielle. Mais en fait, on a un épisode en cela très précis. Hein. En fait, le référendum voulu en 88 sur la Nouvelle-Calédonie. Ouais, exactement, sur l'indépendance de Nouvelle-Calédonie. Ce référendum, il a été fait par François Mitterrand, mais en fait sur la volonté de son nouveau Premier ministre à l'époque, Michel Rocard, qui vient d'être choisi après les présidentielles de 88. Donc là, en l'occurrence, c'est une volonté de Rocard qui voulait, et c'était très net dans sa rhétorique, dans son lexique, ça a été repris par Mitterrand par la suite. Rocard, ce qu'il souhaitait, c'était que les Kanaks sentent que le peuple français est associé à la question. Pourquoi ? Parce que la Nouvelle-Calédonie est à l'autre bout du monde, que les Kanaks se sentaient un petit peu loin d'un peuple français dont on ne savait pas vraiment quelle était sa position. Et donc, Michel Rocard a demandé à François Mitterrand de recourir à la question référendaire d'article 11 de la Constitution pour que le peuple soit associé à la question kanak. Donc oui, ça a déjà existé. Est-ce que demain, je pense que c'est votre question, peut-être que je l'anticipe, oui. Mais est-ce que Gabriel Attal peut demander à Emmanuel Macron un référendum ? Vous savez, je pense surtout que changer de Premier ministre permet de faire oublier ou de mettre sous le boisseau la question référendaire, que les élections européennes vont être aussi une forme de scrutin et peut-être de test. Mais pour moi, vous savez vraiment, je pense que la question référendaire devra revenir et qu'elle est amenée à revenir parce que le couvercle bouillonne, que les gilets jaunes sont passés par là et qu'à mon avis, la fronde, dont parle souvent Christophe Guilluy et d'autres, mais j'y crois vraiment, je pense que cette fronde, elle bouillonne depuis longtemps et que de toute façon, si à un moment ou un autre, il n'y a pas un retour à la souveraineté populaire, je pense très sincèrement qu'on va vers des lendemains qui vont désenchanter une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup Guilain Benessa. Le référendum impossible, mais référendum indispensable sans doute. C'est peut-être le couvercle que l'on soulève justement sur la marmite qui est en train de bouillir. C'est ce que vous avez dit à l'instant. Guilain Benessa, auteur de ce référendum impossible, publié aux éditions de l'Artilleur, Comment faire taire le peuple, l'analyse de l'histoire contemporaine récente et à la lumière de l'actualité bien sûr, avec la nomination de Gabriel Attal. Merci Guilain Benessa, à bientôt.